Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Je voulais, faire le livre audio de, Le Prince de Machiavel. J'ai commencé à l'enregistrer, mais j'ai pas réussi à l'enregistrer dans les temps. Donc, dans le mois à venir, j'essaierai de finir tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur, le film Saltburn. Oui, 3 ou 4 mois après la sortie, peu importe, même plus que ça probablement. Et je voulais, surtout parler d'une de mes figures, littéraires que je préfère, qui est la figure du parvenu, du Rastignac, de l'arriviste dans la littérature. J'adore absolument lire, sur des personnages qui sont viciés, qui ont des défauts. Je n'aime pas vraiment lire sur des personnes qui sont parfaites ou censées être parfaites. Et donc, je pense que c'était une très bonne occasion. Alors Saltburn, en surface, avait vraiment tous les éléments pour me plaire. C'était dans la campagne anglaise, il y avait une figure arriviste avec, Oliver, ainsi que voilà certains acteurs que j'adore comme Rosamund Pike et Carey Mulligan. Mais au final, je pense que, Saltburn a, les mêmes problèmes que beaucoup d'autres films ont ces dernières années. Je pense que c'est un film qui a été fait pour TikTok, pour être découpé et mis sur TikTok avec certaines répliques, particulièrement, assassines, dans, dans le film et certaines scènes, choquantes, surtout pour un public, américain. Mais globalement, c'est un film, voilà, qui a été fait pour TikTok et inspiré de Tumblr, mais qui est profondément creux. Beaucoup de personnes, plutôt jeunes, parlent d'une critique, de la société, une critique, du système de classe et je suis pas du tout d'accord. Particu je pense surtout parce que, le la réalisatrice et la scénariste, de ce film, Emerald Fennell, elle vient d'un milieu en fait, très privilégié et je pense que, ce n'est pas, une critique sociale, c'est plutôt, la dénonciation, plus ou moins fausse que, les gens de classe inférieure envient et sont jalouses, de l'élite, et que l'élite, ils sont très gentils et naïfs, ils vivent leur vie et certaines personnes viennent les attaquer. Je pense pas que ce soit une critique sociale, bien au contraire. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de problèmes de scénario. Heu Moi, la manière dont je vois les choses, c'est vraiment, que les réalisateurs le film sont faits pour les réalisateurs, et que, la réalisation impacte le scénario et ce n'est pas au contraire, des films qui sont, hem, basés sur une histoire. La manière dont je me l'imagine, c'est que les réalisateurs, visualisent, certaines scènes qu'ils veulent intégrer et ensuite exigent, auprès des scénaristes que les scènes soient intégrées dans le film, de manière plus ou moins, pertinente et cohérente et souvent ça ne l'est pas. Et donc on a des films qui sont esthétiquement très beaux, bien actés, mais qui globalement n'ont pas forcément de sens. Et je pense que Saltburn c'est, vraiment c'est un bon exemple et c'est très dommage qu'il voilà, il n'ait pas réussi à consolider ce script parce que dans la littérature, il y a plein de, films et de séries, n'importe quoi. Il y a plein de romans avec, des figures très similaires à Oliver et qui sont bien mieux, aboutis, qui sont bien mieux réalisés, des personnages qui sont plus développés, que le personnage d'Oliver. La plupart des problèmes avec Saltburn, c'est vraiment le personnage d'Oliver parce que je pense que Emerald Fennell, elle n'arrive pas à, se mettre dans la peau de Oliver. Est-ce que Oliver est un transfuge de classe, arriviste et opportuniste, heu, qui, heu, qui a une infatuation avec, Félix, et voilà et il saisit les opportunités alors qu'il visite Saltburn? Ou est-ce un prince, selon Machiavel, qui a, victimisé la famille des Catton et qui a établi tout un plan pour prendre possession, du château de Saltburn? Et je pense que les deux choses peuvent être, analysées, mais globalement, ce n'est pas, une critique sociale, ce n'est pas du tout, voilà, un méchant, heu, une méchante personne de la classe moyenne qui veut voler, l'élite, je dirais pas que c'est ça, heu, donc non.
Alors, au niveau de ce qui était bien quand même dans Saltburn, Rosamund Pike, c'est ma number one dans le film. Les décors sont très bien, le choix de la musique a été excellent. Ça m'a vraiment rappelé les années 2005-2006, brillantissime. Et effectivement, la photographie, je pense que c'est un film qui est très beau, au niveau de l'esthétique. Ça fait vraiment, hem, très, hem j'ai l'impression que c'est vraiment une représentation, tu sais, de l'amour adolescent avec une vision féminine, de Félix, une vision idéalisée de Félix et je pense aussi une vision idéalisée de Saltburn. Je pense que Saltburn est, très bien mise en valeur, mais on sait que, enfin on sait, je sais pas, mais j'ai lu, et donc voilà, Saltburn, ça m'a fait penser à beaucoup d'ouvrages. Donc un des ouvrages, c'est Les Grandes Fortunes de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot et on sait que beaucoup de ces châteaux, beaucoup de ces aristocrates, vivent dans plus ou moins des taudis parce que c'est très, très cher, d'entretenir, ce type de domaine, et quand on voit Saltburn, il y a jamais cet aspect-là qui est montré et je trouve que c'est, probablement la perspective de d'Oliver qui est une idéalisation, de ce château et les choses en fait qui sont pas, top ne sont pas, montrées, mais je pense qu'elles existent. Au niveau des points négatifs, vraiment, c'est le personnage d'Oliver. Comme j'ai dit, je pense que, la réalisatrice, au final, elle n'était pas très claire avec, qui était Oliver. Donc la première d'analyser, c'est voilà, Oliver, c'est un opportuniste. Il arrive à Oxford et il veut faire partie de la hit crowd. Il observe le groupe qui est composé avec Félix Farley, Annabelle et d'autres personnes et il souhaite faire partie de ce milieu et il trouve une opportunité de s'intégrer dans ce petit groupe et de s'immiscer dans leur vie. Heu, il a une infatuation, avec Félix et fait en sorte que Félix, l'apprécie et l'invite, à Saltburn, pour l'été. Hem, globalement, hem, on peut le voir, voilà, les accidents qui arrivent et cetera pour des accidents, hem, une, voilà, une opportunité qu'il a pris pour pouvoir, s'établir encore plus, enfoncer ses griffes dans la famille des Catton. Heu, mais pour moi, il y a quelque, choses qui me donnent des doutes. C'est-à-dire que, quand une personne, de la classe moyenne ou de la classe moyenne haute comme, Oliver arrive à Oxford, il est plus ou moins garanti d'avoir une ascension sociale. Donc pourquoi chercherait-il, hem, voilà, à joindre ce groupe, à vouloir s'immiscer, dans ce groupe? Donc ça peut être qu'effectivement, la proximité avec des gens qui viennent de classe haute, voilà, de la bourgeoisie, de l'élite, de l'aristocratie, lui ait donné une obsession pour lui aussi, acquérir en fait ce capital, social, culturel, et cetera. Mais globalement, voilà, pour moi, il est quand même, la deuxième partie du film nous montre qu'il est beaucoup plus calculateur que ça et voilà, la personne opportuniste, ça fait pas sens. Par contre, si on observe, Oliver comme quelqu'un de manipulateur, comme un prince, d'une nouvelle principauté selon, Niccolò Machiavel, eh bien, c'est plus pertinent. C'est-à-dire que, on peut voir les Catton comme une principauté héréditaire qui n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour maintenir, son pouvoir. Alors je vais vous lire une phrase, attendez, il faut que je l'ai pas notée bien sûr, hein, mais je sais que c'est tout au début, donc il y a pas de problème. Je dis donc, pour les États héréditaires et façonnés à l'obéissance envers la famille du prince, il y a bien moins de difficultés à les maintenir que les États nouveaux. Alors, du fait que la famille de Félix soit une principauté héréditaire avec le domaine de Saltburn, eh bien, ils n'ont pas à être brillants, ils n'ont pas à être intelligents, ils n'ont pas à se méfier puisqu'ils ont juste à maintenir, leur, accès à Saltburn.
Et donc ça peut établir une certaine faiblesse de cette famille puisque, voilà, ils n'ont jamais eu à se battre, à se défendre et cetera. De l'autre côté, on a Oliver qui vient d'une famille de la classe moyenne ou de la classe moyenne haute et juste avoir accès à rentrer à Oxford, il a déjà dû, lutter, pour, pouvoir atteindre ce niveau. Donc c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude de la bataille et qui a déjà l'habitude de se donner les moyens des ambitions qu'il a. Heu et quand dans Le Prince de Machiavel, souvent quand il y a une principauté nouvelle, ils ont des alliés au sein de, l'ancienne principauté pour pouvoir entrer. Ça, son allié, ça pourrait être Félix qui le fait entrer et il y a beaucoup de discussions de, trahir peut-être la personne qui t'a aidé pour pouvoir créer d'autres alliances avec les personnes qui sont déjà sur place. Donc on le voit quand il passe de Félix à Venetia, à Lady Elspeth, à Farley. Il essaye un peu de manipuler tout le monde et de joindre les différentes personnes à sa cause avec plus ou moins de succès. Et quand on analyse le film de cette manière, il y a, un problème, c'est, l'infatuation que Oliver a avec Félix, qui est vraiment, juste d'un seul côté et qui ne sert pas vraiment à quelque chose. Je trouve que ça aurait été très intéressant d'avoir Oliver bisexuel et Félix bisexuel ou gay et que Oliver utilise en fait la sexualité pour, atteindre ses objectifs avec Félix, même avec Félix, comme il l'a fait avec Farley et comme il l'a fait avec Venetia. Mais son infatuation avec Félix, elle est un peu inutile dans le cadre où il s'agirait d'un prince, nouveau. Donc la scène de la salle de bain, la scène, de l'enterrement n'ont pas de sens. La scène de l'enterrement, à la rigueur, on pourrait, prendre ça comme, l'ultime domination, de Oliver sur Félix ou de l'ultime, humiliation, et un peu, tu sais, la joie de la victoire sur Félix. Hem, donc pour moi, la manière, que j'ai de le voir, c'est, que Oliver, c'est un prince, d'une nouvelle principauté qui essaye d'acquérir, une principauté qui était héréditaire ou de battre une principauté qui était héréditaire. Mais par contre, il reste quand même beaucoup, beaucoup de problèmes et qui sont, je pense, dus au fait que, Emerald Fennell, elle est la fille de quelqu'un de très, 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 très riche au Royaume-Uni et elle est ignorante, en fait, de la réalité des autres classes et la manière, dont la classe, éliti de l'élite dans la ouh, désolée, de la manière dont l'élite ou la classe aristocratique, est perçue. La première chose, qui est souvent mentionnée, c'est que, les gens de la classe moyenne, les gens de la classe populaire sont jaloux et envieux de l'aristocratie et veulent prendre leur place. Hem, je pense qu'il y a des personnes qui sont comme ça, mais globalement, ça reste, une minorité, de gens qui sont comme ça. Heu et surtout que la bataille entre la bourgeoisie et l'aristocratie, héréditaire, en fait, elle a déjà été gagnée par la grande bourgeoisie. Les capitalistes ont vaincu contre les aristocrates et se sont établis comme la nouvelle élite. Voilà, on voit que beaucoup d'aristocrates, vivent, dans des châteaux complètement désuets, enfin, en mauvais état, n'ont pas forcément, en fait, de pouvoir économique et ils ont juste, le pouvoir, social ou les codes en fait qui leur permettent d'avoir accès à certaines choses, mais globalement, la bourgeoisie industrielle a gagné cette bataille-là. Donc non, je pense pas que les classes, populaires, envient les aristocrates du tout, encore moins que la bourgeoisie, la haute bourgeoisie. Hem L'autre chose qui m'interrogeait, c'est toute la scène avec les parents. Il semble que les parents soient complètement ignorants, de qui Oliver est, ce qui ferait sens si, Oliver était transfuge de classe, mais si Oliver est un prince machiavélique, probablement ses parents auraient connaissance, en fait, de la personnalité de leur fils, peut-être pas de toute l'étendue et de, l'étendue de son ambition, l'étendue de ce à quoi il serait prêt de ce qu'il serait prêt à faire pour obtenir, sa principauté. Mais voilà, le fait que ses parents soient ignorants et très naïfs, je trouvais que c'était bizarre. L'autre chose, c'est qu'en fait, Oliver, c'est pas un très bon, manipulateur. On le voit venir à milieu avec ses gros sabots, que ce soit avec Lady Elspeth, avec, Félix, avec Farley, avec Venetia.
Donc oui, nous, on le voit venir, mais même les personnages eux-mêmes, en fait, savent, que Oliver essaye de les manipuler, il est pas bon menteur, donc bon, ça, c'est un peu étrange dans le cadre où, on aurait un prince machiavélique. L'autre chose, c'est que voilà, il y a toujours l'établissement de règles. Farley, juste avant la fête, revient, dans la famille et dit: «Voilà, jamais ils ne vont, me laisser partir. Je fais partie de cette famille, même si on a des désaccords, je reviendrai toujours». Mais, après, la mort, de Félix et de Vénétia, après la mort de Félix, il est chassé pour ne jamais revenir et je pense au contraire que le deuxième décès dans leur famille, aurait rapproché la famille de Farley et ils auraient probablement, surtout le père, James Catton, je pense qu'à la fin, il a réalisé qui était Oliver et il n'a pas pris de mesures pour continuer à protéger Elspeth ou pour se rapprocher de Farley. Je veux dire, c'est vraiment le plot armor, le plus, enfin, voilà, il fallait que Oliver gagne, même si ça n'avait pas de sens avec les règles qui avaient déjà été mises en place. L'autre chose qui m'a, plus surprise, c'est le fait que le staff ignore complètement, les motivations de Oliver, ignore, voilà, n'a pas conscience des secrets, d'Oliver et ne savent pas vraiment ce qui se passe. Il nous montre plusieurs fois à quel point, le staff, devance les besoins de la famille. Mais ils sont complètement ignorants de ce qui se passe dans le château. On a tous vu Downton Abbey, je pense qu'il y a aussi, le livre Servier les riches d'Alice et Delpierre, qui montre à quel point dans ce type de famille, bien le staff est presque omniscient de tout ce qui se passe dans le domaine. Mais pas dans ce cas-là. OK, whatever. Hem, Ensuite, voilà, 15 ans se passent où Oliver mène une vie, globalement médiocre. Il ne s'enrichit pas, malgré le fait qu'il ait étudié dans une université d'élite, qu'il ait côtoyé des gens d'élite. Il reste, globalement médiocre, il ne s'est pas enrichi. Je pense que cela aurait été très intéressant, en fait, où, qu'on ait une bataille entre la grande bourgeoisie et l'aristocratie et que durant, en fait, ces 15 années, Oliver passe le temps en fait pour, fructifier, faire fructifier son capital, et acquérir une grande richesse pour enfin déloger, la famille Catton de Salburn. Je pense que ça aurait été perspective intéressante où la première bataille, la famille Catton a exclu Oliver et a gagné et Oliver reviendrait, et exclurait à son tour, la famille Catton de Saltburn. Mais voilà, il fallait avoir, je suppose qu'il y avait besoin d'avoir ce grand monologue, un peu, lame, nul, à la fin, mais bon, voilà. OK. Donc comme j'ai dit, moi, j'adore, l'arrivisme dans, désolée. J'adore l'arrivisme dans la littérature. Je trouve que, la manière que les auteurs ont de présenter, des gens qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent acquérir l'ascension sociale, mais qui n'ont pas forcément les compétences, assez intéressant. Donc, je vais vous présenter certains ouvrages que j'ai lus, durant les dernières années, autour, de ce thème avec, voilà, des ascensions sociales et on va en discuter. Il faut savoir que, dans la littérature pré-Trente Glorieuses, l'ascension sociale était peu flatteuse. Il y avait vraiment, voilà, les personnages trahissaient, mentaient, manipulaient, usurpaient les richesses ou l'identité de personnes, volaient, et cetera, trompaient, enfin, tuaient, tous ces genres de choses. Hem, Parce qu'on a parlé déjà de l'importance du catholicisme, en France ou du christianisme dans la littérature, mais je pense que l'idée de vouloir changer la donne, de vouloir changer les cartes que l'on a reçues, c'est quelque chose, c'est comme remettre en question la volonté de Dieu et donc ce n'était pas bien vu et dans beaucoup d'histoires d'ascension sociale, il y a beaucoup d'ascension sociale tronquée, interrompue, bloquée, heu, comme par exemple Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir, au moment où tout va bien se dérouler pour lui, et il va épouser, Mathilde, et bien patatras, son madame de Rênal revient, dans sa vie et ruine un peu sa vie. Eugène de Rastignac, non
Désolée, Gervaise dans L'Assommoir qui fait tous les bons choix, qui travaille très dur pour acquérir un statut, mais qui malheureusement, la fortune s'abat contre elle, et voilà, elle n'a pas son ascension sociale. Je Voilà, je pense une autre personne, qui a bien réussi lui, c'était Eugène de Rastignac, donc dans Le Père Goriot et La Maison Nucingen, où voilà, il est quelqu'un qui abuse qui saigne les femmes, qui a plusieurs liaisons, qui abuse des femmes de sa famille pour avoir plus d'argent, qui, de manière, détournée, abuse aussi du père Goriot en, faisant des demandes à Delphine Nucingen. Et voilà, lui, il a une ascension sociale réussie, au cours de plusieurs livres dans, la comédie humaine, heu, mais le Rastignac est montré de manière très négative. Tu ne peux pas être une bonne personne et avoir une ascension sociale, dans la littérature, classique. Donc on va continuer avec, les pourris de la littérature qu'on adore, tous détester, et le premier ouvrage dont je vais vous parler, c'est, le numéro un. Georges Duroy, bel ami. Alors voilà, il fait tout, il est un grand méchant, il abuse des femmes, il, ment, il manipule, il usurpe, il est fainéant, il n'a aucun talent, mais au final, il réussit à obtenir exactement ce qu'il souhaite. On aime tous le détester, bel ami, je pense qu'il faut le relire. Il y a eu un film avec, Robert Pattinson, qui est plutôt pas mal, mais je vous conseille, voilà, de relire Belle Amie. On va continuer donc, quand j'ai fait ma liste des grands pourris, de la littérature, je me disais: «Voilà, il y a quand même beaucoup d'hommes», et donc j'ai réfléchi et j'ai lu, récemment Lady L de Romain Gary, qui est absolument, génial. Donc on a, Lady L qui est une femme, plus âgée, 70-80 ans, et elle est chez elle, et il y a un rendez-vous familial, et comme, ses enfants voudraient faire détruire en fait un pavillon qui est dans son domaine, mais elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas, et donc elle parle à un de ses prétendants, quelqu'un qui est fou d'amour pour elle, et elle lui raconte sa vie. Elle lui raconte son passé de jeune anarchiste, et en fait, de ce qu'elle a fait pour pouvoir acquérir en fait, son titre de noblesse et sa fortune. Et Lady Anne, elle passe de jeune ingénue, de personne assez naïve, de très belle, assez naïve, passionnée, à, quelqu'un de totalement manipulateur, et c'est absolument délicieux. Plusieurs scènes en fait m'ont choquée quand elles se déroulaient, et j'étais là: «Ah!» Donc lisez Lady L, c'est quelque chose d'un peu plus récent, donc la plupart des livres, sont plutôt pré, Trente Glorieuses, mais certains, nous nous plaisent parce que, ils arrivent quand même à parler d'ascension sociale, avec des personnages, qui sont pas terribles. Donc Lady L de, Romain Gary. D'ailleurs, Lady L, même si elle est pas terrible, je la soutiens, toujours, pour moi, c'est une queen, je l'aime de trop. Ensuite, je pense qu'un ouvrage qui est assez, je pense qui a probablement servi d'inspiration, ça c'est quelque chose qui se passe dans une université, élitiste du Vermont aussi. Enfin aussi, c'est l'autre était à Oxford quand même. Mais on a un jeune homme en fait qui comment dire? Qui arrive à l'université, dans le Vermont, qui passe de Californie au Vermont, et qui est absolument pas fasciné par un groupe très élitiste, très prétentieux, qui étudie le grec ancien dans les années 90. Pourquoi étudier le grec ancien? Vous allez me demander. Bah, quand on est prétentieux et qu'on étudie pour le plaisir d'étudier, pourquoi ne pas étudier le grec ancien? Et donc il joint ce groupe, dont le professeur, refuse d'ouvrir les classes à plus de 5-6 personnes, et il joint ce groupe, dans l'étude du grec ancien, et un des membres de ce groupe, pose des problèmes, et le personnage principal, en fait, se justifie un petit peu, de l'assassinat de cet élément perturbateur,
Et j'ai vraiment adoré, c'est très bien écrit. Voilà, voilà, là, une sournoiserie digne de Patricia Highsmith qui vient que l'on verra plus tard avec le talentueux Mr. Ripley. Donc si vous avez aimé, si vous êtes comme moi et vous aimez les personnages pourris, je vous conseille de lire, ce livre-là. En plus, ils sont très prétentieux, donc c'est, très, très comique. Mais ils se rendent pas compte de leurs prétentions, donc pour eux, ils ont raison et voilà, ils sont des bonnes personnes. Bref. Ils sont prétentieux, hautains, tout ce que vous voulez. Il y a de l'inceste dedans, il y a de l'assassinat. Toutes les 5 minutes, ils se réfèrent, aux auteurs du passé, pour faire des stratégies. Enfin, c'est lunaire, mais absolument génial. Un ouvrage qui n'est pas très connu, encore une fois, moi et la littérature portugaise, on est meilleurs amis. Son Excellence, le comte d'Abragnos, de, Essa de Queiroz, Essa de Queiroz, qui est, génial. Donc le conte, Son Excellence le comte d'Abragnos, c'est un ouvrage, c'est une lettre, hein, c'est quelque chose d'épistolaire et le secrétaire du comte d'Abragnos envoie une lettre à la défunte épouse, la deuxième épouse du comte d'Abragnos, après sa mort pour montrer, en fait, toutes les bonnes choses que, le comte d'Abragnos a fait. Seulement, le secrétaire, visiblement, ne comprend pas les bonnes choses parce que voilà, il dit voilà quelle stratégie, quel stratège le plus fin, alors que le comte d'Abragnos, il fait plein de choses horribles à tout le monde pour pouvoir épouser sa première femme, divorcer de sa première, enfin, se séparer de sa première femme et qu'elle soit jetée dans le, voilà, pas dans la misère, mais dans la honte. Il est absolument horrible, il est égoïste, il veut s'enrichir et s'anoblir, mais les autres, il s'en fout. Voilà, il est plutôt pas mal ce livre. Ensuite, on ne peut que parler de Lucien de Rubempré. Lucien de Rubempré, ce qui est intéressant, c'est que lui n'a pas conscience de ne pas être une mauvaise personne, c'est-à-dire qu'il est très droit dans ce qu'il veut, dans ses objectifs et ce qu'il veut atteindre, mais il n'a pas conscience en fait des autres, des volontés des autres, des désirs des autres, de ce que les autres font pour lui. Pour lui, c'est un acquis. Encore une fois, voilà, il saigne sa famille et son beau-frère aussi. Voilà, Lucien de Rubempré, voilà, égocentrique. On ne peut pas parler, les 2 derniers ouvrages, sont vraiment des inspirations, des romans qui ont inspiré Saltburn. C'est très clair vu de l'extérieur. La scénariste Emerald Fennell dit que non, elle n'a pas été inspirée par le talentueux Mr. Ripley, alors que vraiment le film est une copie, est une réinterprétation claire de ce livre, de ce roman. Mais bon, voilà, hein, les gens veulent être Prince sans être Prince. Donc parlons de Patricia Highsmith avec le talentueux Mr. Ripley. J'en ai déjà parlé le mois dernier, où Thomas Ripley a pour mission de faire revenir Dickie Greenleaf aux États-Unis. Ça ne se passe pas comme prévu. Il prend la place de Dickie Greenleaf et il essaye de se sortir de la situation, de, de lancer la police sur de mauvaises pistes. Et au final, il parvient à acquérir la richesse, la fortune de la famille Greenleaf. Et est-ce qu'on est vraiment désolé pour la famille Greenleaf après tout? Pas vraiment, mais voilà, on ne soutient pas non plus Thomas Ripley, mais vraiment un très très bon livre qui se lit très très facilement. Le dernier ouvrage, c'est Retour à Brideshead. Et là encore, on a une fascination sur un domaine, sur une famille, l'intégration d'une personne, ou plutôt, voilà, c'est plutôt comme un virus, une censure. Ok, donc je suis de retour. Désolée, j'étais en train de parler de Brideshead et mon microphone a coupé. Donc j'espère que vous m'entendez. Je crois que je parlais de Brideshead, etc., etc., blablabla. Je pense que c'est un livre à lire. Il y a beaucoup pour moi de similarités entre Charles Ryder et Oliver, ainsi que Sebastian Flight et Venetia. Euh, je trouve que c'est très intéressant. Il y a aussi cette obsession d'un domaine. Lui, il est obsédé par Main Man House ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom. En tout cas, Retour à Brideshead, je pense que c'est un bon classique à lire, enfin un classique de la littérature anglaise.
Donc juste pour finaliser un petit peu la vidéo et ce dont je parlais durant la vidéo, enfin, durant cette vidéo autour de l'ascension sociale, des classes sociales, des grandes fortunes, etc. Je pense qu'il y a plusieurs ouvrages que les gens devraient lire. Donc le premier ouvrage, je pense que si vous aimez la littérature, vous devriez lire, c'est Le Prince de Machiavel. Je pense que ça vous éclairerait pour beaucoup de personnages. J'étais un petit peu... Enfin, j'ai beaucoup aimé Le Prince de Machiavel et en fait les choses qu'il mettait en lumière. Par contre, c'est vrai que l'adjectif machiavélique, il est vraiment méchant parce que je pense Machiavel, il n'était pas machiavélique. Probablement, il avait vraiment une bonne reconnaissance des choses qui se répétaient Enfin, il avait probablement une obsession sur comment les gens obtiennent le pouvoir, et puis une bonne reconnaissance de différentes tactiques ou de choses qui sont récurrentes. En anglais, ils disent pattern recognition. Et je pense que, voilà, voilà, l'adjectif machiavélique comme on l'entend aujourd'hui et qui Machiavel était, paraissent un peu différentes. L'autre ouvrage qui est intéressant, c'est Les Grandes Fortunes de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot. Et c'est vraiment, je pense, le meilleur ouvrage que j'ai lu d'eux, parce que ça reprend en détail les modes de vie, la manière de gérer leur capital, les relations familiales, les relations romantiques, l'éducation des gens, où les gens habitent, comment ils habitent, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant. Euh, j'ai mentionné aussi Servir les riches d'Alizée Delpierre. J'ai vu plusieurs émissions avec cette sociologue, cette écrivaine qui était vraiment pertinent et qui éclaire beaucoup quand on regarde Selbum et quand on regarde d'autres choses. Et le dernier ouvrage, c'est Chantal Jacquet, donc Les transclasses ou la non-reproduction, il y a des choses qui sont, malgré le fait que l'ascension sociale, c'est une exception à la règle, il y a des règles, il y a des choses qui sont récurrentes chez les gens qui connaissent l'ascension sociale. Bien sûr, lire la distinction et la reproduction peuvent toujours aider quand vous lisez des livres. Alors, pour la semaine prochaine, j'ai deux options que je suis en train de considérer pour la vidéo de la semaine prochaine. La première vidéo, c'est un peu ce que lit ma mère et puis une réflexion sur la littérature populaire. Et la deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est sinon discuter de la surconsommation des livres et comment je consomme la littérature, comment je me fournis en livres, surtout à l'annonce d'Emmanuel Macron de la taxe additionnelle sur les livres de seconde main. Donc dites-moi ce que vous préférez et puis on verra ce que nous ferons. Voilà. Anyway, c'était tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne journée. Bye, bon week-end.